Culture chic, influence pop, courant shop, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. La cité de Saint-Émilion est une ville emplie d'histoires et d'anecdotes bien cachées entre ses murs et même sous ses fondations. L'artiste Daniela Busarello prélève dans la nature de quoi s'inspirer et nous emporter avec elle dans un voyage au fil d'étoiles. Édith Piaf est devenue une icône française à travers le monde. C'est à Paris que nous sommes partis à sa recherche. Ajoutez beaucoup de nature à un procédé traditionnel et obtenez, grâce au savoir-faire de Caroline, des créations teintées de poésie. Dénichées aux quatre coins de France, voici les immanquables de la semaine. C'est Point de vue. C'est dans l'est de la France, à Colmar, que Jérôme Meyer, maraîcher, a eu une belle idée en 2018. Il installe un distributeur de légumes frais devant sa propriété. Et c'est dans 54 casiers climatisés que se retrouvent courgettes, pommes de terre, carottes, betteraves, réassorties 2 fois par jour. Voici de quoi satisfaire vos envies de verdure. Le Bob en a fait tourner des têtes. Ce sont les GIs américains, surnommés à l'époque Robert par les Français, qui le portaient en 1945. Le diminutif Bob fut donc choisi pour nommer ce chapeau tout à fait atypique. Désormais emblème du pêcheur, du touriste allemand, de l'amateur du Tour de France et même du hipster, le Bob a bien roulé sa bosse. Les éditions Marabout nous ensorcellent encore une fois avec un ouvrage décalé, le grand livre du pop. On y découvre que le mouvement était bien plus qu'une mode musicale et picturale, mais une vague culturelle, industrielle ou encore architecturale. Verni d'une iconographie soignée, ce livre transcende les générations. Bien chanceux sont les Périgourdins. C'est dans cette commune de Nouvelle-Aquitaine que le savoir-faire de la Normande Claire Lecreux s'exprime. Elle revisite l'art de la table grâce au grès. Tournée et façonnée par ses mains expertes, elle donne naissance à des créations aux formes simples, naturelles et sans fioriture qu'on a envie d'utiliser matin, midi et soir. Si de Saint-Émilion, vous connaissez les grands crus, vous allez découvrir aujourd'hui d'autres secrets bien gardés de la ville médiévale. C'est en coulisses. Inscrite en 1999 au patrimoine mondial de l'UNESCO, la juridiction de Saint-Émilion regorge de secrets que l'on s'apprête à vous dévoiler grâce à un parcours un peu particulier. Soyez prêts à découvrir une église creusée dans la roche, une cave à vin installée dans une ancienne carrière et surtout les secrets les mieux gardés de la cité. Mais pour cela, il faut se rapprocher un peu, ne soyez pas timides. L'histoire de ce village commence au 8e siècle avec un certain Émilion. Moine venu de Bretagne, il pose son baluchon sur ce promontoire rocheux et y fonde la première communauté religieuse. Au fil des siècles, de nombreuses communautés s'y installent et participent à l'essor du village, mais c'est véritablement entre le 12e et le 14e siècle que la cité médiévale prend vie. Et c'est devant les vestiges des remparts que l'on retrouve Élodie Dantas, notre guide pour la journée. Ce village s'est muni de remparts dès le XIIe siècle. Dès lors que le territoire aquitain devient anglais, on conseille aux villes et villages d'Aquitaine de se protéger des Français. Et ces remparts étaient composés de 6 portes. Et aujourd'hui, il ne reste que la porte Brunet. Si vous avez l'œil, vous avez sûrement dû remarquer la pierre blanche des bâtiments qui reflète la lumière du soleil. Eh bien, cette roche calcaire vient tout simplement de sous nos pieds, car les souterrains de Saint-Émilion sont une ancienne carrière. Une pierre extraite jusqu'au 19e siècle et que l'on retrouve presque partout, car il y a certaines ruelles où la pierre n'est pas très saint-émilionnaise. On peut voir qu'elles sont pavées de très grosses pierres. Et ces pierres, attention, elles ne viennent pas du tout d'ici, elles viennent d'Angleterre. Pendant la période anglaise ici en Aquitaine, nombreux sont les bateaux partant d'Aquitaine vers l'Angleterre remplis de barriques de vin. Et ces bateaux, quand ils revenaient vers chez nous, il fallait bien les remplir avec quelque chose pour éviter qu'ils ne chavirent. Et ce qui a été choisi, ça a été des pierres retrouvées sur les côtes anglaises. Et ces pierres-là, eh bien, on les a réutilisées pour paver les rues et places du village. Et sur cette place se trouve l'église monolithe de Saint-Émilion, creusée au XIIe siècle. Sa façade, elle, n'est décorée qu'au XIVe. Accessible seulement en petits groupes lors de visites privées, ce vestige du Moyen-Âge vaut le détour. Alors, vous êtes prêts ? Soudain, on se sent tout petit face à l'immensité des lieux. On en resterait presque silencieux, mais nous sommes bien trop curieux pour ça. Cette église, on peut voir qu'elle est particulière, c'est une église rupestre, creusée,
aujourd'hui assez sobre, mais il faut vraiment imaginer qu'à l'époque médiévale, elle était entièrement décorée, entièrement peinte. Aujourd'hui, si nous n'avons plus grand-chose, c'est tout simplement parce qu'à l'époque révolutionnaire, cette église a été retirée au clergé pour être vendue, n'a malheureusement pas trouvé preneur. Et le manque d'entretien, cette humidité et cette lumière qui rentrait ici, eh bien, a formé sur la pierre calcaire qui nous entoure une pellicule de salpêtre. Et ce salpêtre, eh bien, il peut tout simplement être utilisé pour faire de la poudre à canon. Donc tout a été gratté et voilà pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus grand-chose. Et si vous avez l'œil, vous avez sûrement dû remarquer ces étranges sangles métalliques qui entourent les piliers. Ce sont les corsets métalliques que l'on a autour de nous. Comme une attelle, ils sont là pour supporter les piliers et les aider à soutenir les 4500 tonnes quand même du clocher qui se trouve juste au-dessus. Comme vous avez l'air de bien aimer les souterrains, on vous emmène maintenant sous la tour du roi, dans les caves de Philippe de Besse qui produit du crément de Bordeaux. On dit de Bordeaux car seul le vin rouge peut avoir l'appellation Saint-Émilion. Véritable labyrinthe, il n'a pas été simple de retrouver Philippe dans ces souterrains qui peuvent s'étendre sous plus de 150 km sous la ville. En fait, on est dans une ancienne carrière de pierre. Ils ont sorti des blocs de pierre et ça fait du vide. Et dans ce vide, qui est toujours à température constante de 12 degrés, on en a fait des caves idéales. Un voyage dans le temps qui ne pouvait pas se terminer sans une belle vue d'ensemble de la cité, mais surtout de ces vignes si célèbres que l'on peut observer à perte de vue. Sur des canevas, des voiles ou simplement sur papier, la nature livre le meilleur d'elle-même pour s'exprimer avec intimité entre les mains de Daniela Busarello. Architecte de formation au Brésil, c'est en France que Daniela Busarello est devenue l'artiste qui a toujours sommeillé en elle. Dans les galeries ou chez les particuliers, ses œuvres apportent une dose de rêverie. Dessins, peintures, tapisseries, vases ou tout autre mobilier, ses créations suivent le rythme de la nature. Une nature qu'elle récolte pour nourrir son art. C'est la nature, mais la nature ordinaire, entre guillemets, parce que j'aime les plantes que je cueille dans la rue. Et l'eau, qu'est-ce que c'est de plus qu'on a plus dans le monde? Des éléments qui sont si banals et qu'on peut ne pas faire attention. C'est ça aussi que je suis là en train de chercher et d'essayer de montrer une autre vision de ce que nous regarde tous les jours. Dans l'ordinaire, il a toute une beauté aussi. Et cette beauté n'a rien d'éphémère. Elle se dévoile, se transforme et inspire chaque jour Daniela. J'apprécie vraiment les passages du temps et que je trouve dans la nature d'une façon plus directe. Parce que nous, on a besoin des années pour voir notre passage du temps. Mais la fleur, une semaine, elle est séchée, une semaine, elle s'est renfermée, elle a une autre beauté. Pour certaines de ses œuvres, l'artiste se sert même de Dame Nature pour créer sa propre matière première. Cette peinture-là, par exemple, j'ai cueilli le matériel dans l'île de Lanzarote. Donc ici, c'est que de la lave, sable et coquillages. Donc j'ai cueilli là-bas et après on a brouillé tout ici et après il y a plein des étapes différentes pour que je transforme dans mon propre pigment. Donc c'est de l'huile naturelle. C'est la vie d'un vrai environnement, d'une réserve naturelle que j'essaye de mettre dans une peinture. Et c'est avec tout un environnement sous le bras qu'elle se rend à l'atelier de ferronnerie d'art. Un de ses tableaux doit être encadré pour son client. Pourquoi j'ai choisi le métal aussi? Parce que c'est une matière que ça me tient de nouveau dans la terre d'une certaine façon. Et que comme les peintures sont très aériennes et tout, c'est une façon de se recentrer ici. Aussi le côté masculin, que j'aime d'avoir les deux côtés dans l'œuvre parce que nous tous, nous avons plusieurs côtés en nous-mêmes. Avec Jim, Daniela a réalisé d'autres œuvres à 4 mains, comme pour cette table qui a demandé un peu plus de travail au ferronnier. On a passé, je dirais, entre 2 et 3 mois de conception sur ce travail-là. Il y avait de grosses complexités en fait, au niveau des assemblages, sur le fait que Daniela en fait, souhaitait une finition en laiton polymiroir. Et donc du coup, elle ne voulait pas avoir de soudure, ni de vis. C'est un vrai travail à 4 mains. Son travail artistique, c'est remarquable. Et sur le plan technique, on a réussi à arriver à la hauteur
de ce travail artistique. Dans toute l'œuvre de Daniela, les métiers d'art tiennent une place primordiale. Dans l'atelier de broderie Montex, ses dessins prennent vie au rythme des aiguilles. Et on a essayé d'être vraiment assez fidèles quand même par rapport aux peintures de Daniela et on a choisi ensemble les points et les techniques aussi par rapport à justement tous ces effets de matière qu'elle met dans sa peinture. Donc des choses plus en relief, des choses plus mousseuses, des tout petits points de graines qui évoquent tous les petits pointillés. Et le résultat sonne comme une évidence pour Daniela. Les métiers d'art, les travaux de femmes et aussi les temps avec la main, que c'est quelque chose de lent, de concentré, et que ça revient tout en conversation avec mon travail à moi. J'ai tellement de connexions et d'admiration que j'ai envie que tout ça soit un grand orchestre, qui joue une belle musique et qu'on danse aussi ensemble. Si c'est une invitation à vous rejoindre, Daniela, nous, on accepte volontiers. Bonjour Daniela. Bonjour Catherine. Daniela, vous êtes française d'adoption, brésilienne de nature et italienne par intermittence. C'est pour le moins un mélange explosif. Pour moi aussi. Comment êtes-vous arrivée en France? Je suis venue pour une année sabbatique en 2007. Je suis très heureuse d'être brésilienne, mais je pense que mon temps là avait été un peu arrêté. Il faut préciser qu'au Brésil, vous êtes toujours et vous êtes à vie architecte, Oui. urbaniste. Vous avez donné des cours et j'imagine que vous étiez entourée au Brésil notamment d'une nature omniprésente. Totalement, oui. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là? Je pense que tout ça c'est ancré dans mon être et même dans mon corps et avec tout. Nous Brésiliens, nous avons un rayonnement naturel, je trouve. Ce samba qu'on a un peu dans notre sang, ça nous fait sortir. Et oui, j'ai décidé de partir pour un an, en 2007, parce que je me suis dit, tiens, j'ai 33 ans, j'ai pas encore ma famille, je ne suis pas bloquée. Donc si je ne fais pas ça maintenant, ça sera jamais. Ce talent artistique, ce besoin de vous exprimer en tant qu'artiste est venu un jour comme ça. Est venu un jour comme ça. Vraiment. Ça, c'est incroyable. Oui, je pense que c'est pas un jour comme ça, c'est qu'à vrai dire, c'est quelque chose qui était endormi et que c'est arrivé au bon moment, comme tout ça se passe dans nos vies. Le matin de mon anniversaire de 40 ans, je me réveille en paix avec moi-même ce jour. Et je dis, mais vraiment, je sentais physiquement quelque chose de différent. Et là, je me suis dit, je vais faire ce que j'aurais dû faire quand je suis arrivée, que je n'avais pas osé, je n'avais pas la force, je ne sais pas. Je vais aux Beaux-Arts. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui a tout compris, très sensible, et qui m'a laissé aller dans ma veine. Dans certains de vos dessins, vous fabriquez donc vos pigments avec ceux que vous récoltez, Oui. et puis vous mélangez avec la cire d'abeille. Est-ce que ça apporte plus de vibrations, plus de vie, Oui. davantage de oui. vie? Oui, parce que quand j'ai commencé la peinture, ça a été quelques années après les Beaux-Arts, parce que j'ai fait les Beaux-Arts, mais après je me suis rebloquée. J'ai pris du temps de nouveau pour me mettre à la peinture, par exemple. Et au début, je faisais des grandes couches d'huile. Bon, ça prenait trop de temps pour sécher, encore plus que le normal. Et aussi, je cherchais d'avoir un peu plus de matière. Et c'est là que c'est venu la cire d'abeille. Faire les propres pigments, c'est quelque chose que j'ai commencé un peu timidement et que ça commence à être plus fort. Et de plus en plus, je fais des recherches. Surtout que là vient de nouveau mon Brésil, avec toute l'exubérance des plantes qu'on a, qui sont excellentes pour notre santé, qu'on ne connaît même pas. Mais les couleurs et tout, donc là je suis en train d'étudier tout ça. Daniela, quand
L'amateur d'art regarde vos tableaux, à votre avis, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y trouve de vous? Je voudrais qu'il sent la vie qu'il y a dans ces peintures, ou les dessins aussi. Je sais que je dessine, je fais des mouvements de respiration, qu'il a tous ces liquides, quelquefois c'est sensuel, quelquefois ce sont des danses et tout ça. Mais ce sont surtout notre relation avec nous-mêmes, tout ce qu'on est en train de construire, et vraiment d'amener une harmonie, mais un espoir. Dire ok, on fait aussi de bonnes choses, et le monde il est aussi merveilleux. Merci Daniela. Merci à vous. Qui ne connaît pas la Môme, cette figure emblématique parisienne a laissé son empreinte musicale dans la ville, ses repérages. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale sur les traces de la Môme, la seule et unique Édith Piaf. On débute notre voyage dans son univers sur une petite place du 20e arrondissement qui porte son nom. Pour la chanteuse, Paris c'était la gaieté, Paris c'était la douceur. C'est dans cette ville qu'elle est née en 1915, puis qu'elle s'est fait connaître dans les années 30. Sur cette place, inaugurée en 2003, elle est à l'honneur grâce à une statue en bronze réalisée par la sculptrice Lisbeth Delille. Les bras tendus vers le ciel, elle semble offrir sa voix ou peut-être son cœur au monde entier. Ne partez pas tout de suite, non loin sur cette même place, une plaque en bronze lui est dédiée. Elle est signée Jacques de Villiers et reprend l'hommage de Jean Cocteau. Il n'y a jamais eu d'Édith Piaf, il n'y en aura plus jamais. On poursuit notre filature de la Môme en direction de Montmartre. Rue des Saules, le Lapin Agile résiste au temps qui passe. Créé en 1872, ce cabaret artistique a vu passer de nombreux artistes comme Picasso, Blaise Cendrars, Brassens et bien sûr Édith Piaf. À la fin des années 30, elle habitait tout près et a pas mal poussé la chansonnette ici, en compagnie du parolier Raymond Assaut. Il reste l'impression qu'elle a faite. Elle chantait à cette époque-là, encore plus avec sa voix pleine directe. Voilà, et elle chantait sans micro, évidemment. Ici aussi, il n'y avait pas de micro, donc ça lui allait très bien. Elle faisait du succès. Yves Mathieu est le patron des lieux, tout comme l'était son beau-père et son père avant lui. Le soir, avec sa petite bande de chanteurs, ils reprennent les classiques français, et qui dit classique, dit Piaf. On chante et même des chansons qu'elle a écrites, comme « Les yeux qui font baisser les miens », « Le rire qui se perd sur sa bouche », « Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens ». C'était elle qui a écrit ça. Yves n'est pas avare d'anecdotes et c'est un peu ça aussi le but du Lapin Agile, garder en vie la mémoire de la musique française. C'est-à-dire qu'il y a toujours des grands-mères qui viennent avec leurs petites filles, ou des dames déjà âgées qui disent « Tiens, ma grand-mère, elle me chantait ça ». Donc c'est un relais qui ne se termine pas, c'est ça qui est bien. C'est fou, est-ce que je peux t'aimer? Est-ce que je peux t'aimer des fois, je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Pour la dernière étape de notre balade, rendez-vous chez elle. Bienvenue au musée d'Édith Piaf, un appartement dans lequel elle a vécu au début de sa carrière et qui héberge désormais ses souvenirs et sa mémoire. À la mort d'Édith, Théo Sarapo, son mari, a tout gardé. Il n'a rien voulu vendre, il a tout gardé, les souvenirs, les vêtements d'Édith. Et je lui ai proposé un jour de faire un lieu, dirons-nous, de préservation. Ici, les tenues de scène sur mesure de la Môme côtoient photos, affiches, correspondances ou œuvres d'art à son effigie. Le temps semble s'être arrêté, faisant de ses effets personnels des pièces de collection. Nous avons la chance d'avoir ces chaussures de scène. Donc la pointure de ce petit modèle de chaussures, c'est 34. Bernard Marchois, biographe d'Édith Piaf et ami de la famille de Marcel Cerdan, tient ce musée depuis 1968. Il accueille sur rendez-vous des visiteurs d'ici et d'ailleurs qui ne restent pas de marbre en ces lieux.
Ils sont très emballés, ils disent que c'est un musée qui est vivant, qui n'est pas statique, qu'ils s'attendent presque à la voir arriver. J'ai eu d'autres visiteurs qui étaient peut-être encore plus sensibles et qui me disaient « Oh là là, il y a une ambiance, elle est là ». Enfin bon, vous voyez, ça réagit chez les gens, c'est vrai. À quelques pas du Père-Lachaise, la dernière demeure d'Édith Piaf, son musée, pourrait bien être sa maison éternelle. Et voilà, le ciel bleu peut bien s'effondrer, vous avez désormais les clés pour parcourir Paris dans les pas de la Môme. Quand épluchures, épices ou plantes se retrouvent dans une marmite, ce n'est pas pour une soupe, mais bien pour teindre le tissu. Focus sur la teinture végétale. Exit les produits de synthèse, cette semaine on se met au vert avec les teintures naturelles. Il existe différents artisanats pour donner un peu ou beaucoup de couleurs au textile. Le shibori, qui permet d'obtenir des motifs en pliant le tissu avant de le teindre. Il y a aussi le batik, imaginé sur l'île de Java au 5e siècle, qui consiste à dessiner à la cire chaude sur le textile avant de le tremper dans un bain de teinture. Le petit dernier, l'éco-print, des végétaux sont déposés sur la fibre et un peu oubliés jusqu'à laisser leurs empreintes. Et enfin, il y a la technique de Caroline Courtois. Dans son atelier au Vrézère de cuisine, elle sérigraphie et teint des carrés de soie avec des plantes comme le millepertuis pour teindre en jaune, le bois de Campêche pour le bleu, mais aussi des biodéchets tels que l'avocat et l'oignon, ou encore un petit intrus parmi les végétaux, la cochenille, un minuscule insecte qui crée un pigment rouge. On peut teindre quasiment avec toutes les plantes qui se trouvent autour de nous. C'est très très rare que ce que tu vois sur une plante, la couleur, elle donne la même chose sur le tissu. Pour être teint, le tissu doit être mordancé, c'est-à-dire trempé à haute température dans de l'eau et une toute petite quantité de métal qui va permettre à la couleur de se fixer et jouer sur sa teinte. On a sérigraphié de l'acétate d'alumine, de l'acétate de fer et avec la même matière colorante, on obtient des couleurs plus ou moins foncées. La sérigraphie, c'est aussi la technique que Caroline emploie pour dessiner sur ses carrés de soie, toujours avec un gel mordancé. Une fois sur le tissu, ce dessin clair va prendre la couleur de la teinture. Pour cela, il faut préparer un bain avec de l'eau et un végétal. Prenons le chou rouge et ensuite le monter à ébullition. Regardez, l'eau se part d'une belle couleur violette. Le colorant, c'est infusé dans le bain de teinture qu'on va filtrer et qu'on va pouvoir utiliser pour teindre le tissu. Mais attention, il faut attendre qu'il refroidisse un peu. Si on met tout de suite le tissu dans un bain très chaud, la couleur, elle va prendre tout de suite parce que c'est en chauffant que la couleur monte sur la fibre. C'est reparti pour un petit tour de marmite pendant environ 1 heure. J'enlève les bulles parce qu'en fait, là où il y a les bulles, il n'y a pas de colorant et après, ça fait des auréoles qui sont plus claires. Mais il y a d'autres manières de teindre et l'une d'elles est la spécialité de Caroline. Elle prend un autre végétal, l'avocat cette fois-ci, le fait bouillir, puis le filtre également, mais un autre sort attend le liquide coloré. Donc là, je mets l'échantillon de tissu dans le bocal. Quand elle rentrera chez elle, Caroline mettra ce bocal une journée entière à l'extérieur. Cette fois-ci, ce n'est pas la plaque chauffante qui va faire grimper la température, mais le soleil. Plus il fait chaud, plus la couleur sera vive et inversement. Pour la jeune femme, c'est tout simplement une alternative poétique au relevé météo. Ces 3 panneaux sont des nuanciers en teinture naturelle et solaire. C'est un procédé que j'ai mis en place pour garder en mémoire le passage du temps à travers une couleur. Chaque panneau représente le temps qu'il a fait à Paris pendant 1 mois. Elle garde ses coupons d'éphémérides bien précieusement pour en faire des médaillons personnalisés autour d'une date symbolique. On vous le dit, Caroline est une romantique. On ne résiste pas à vous montrer une dernière technique, la teinture à froid, avec une plante de la famille du safran aux propriétés très particulières. Là, je mets des pistils de cartame dans un petit bas. Je le rince dans la bassine d'eau pour faire sortir le premier colorant qui est du jaune, pour qu'on puisse ensuite teindre en rose. Au fil des bassines, le jaune s'assagit. Il n'y a plus qu'à mélanger ce liquide avec du bicarbonate de sodium et du vinaigre. Quelques instants mousseux plus tard, le tissu imbibé ressort tout rose. La teinture végétale, c'est vraiment de la chimie et c'est ce qui m'intéresse aussi en fait, de donner un cadre en fait vraiment à la technique, mais qu'après ce soit la poésie de la nature qui fasse le dernier choix et qui donne la couleur finale, quoi.
Le tout dans une démarche de slow fashion entièrement française. En 2017, Caroline a reçu le label Fabriqué à Paris, une manière de la conforter dans sa vocation, créer des objets précieux pour nous reconnecter à la nature. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.